Bonjour. Nous allons revenir au sujet des enfants des pervers narcissiques. Alors la question, ce serait pourquoi est-ce que dans une famille de plusieurs enfants, pourquoi est-ce qu'il y a certains enfants qui s'identifient aux pervers narcissiques et d'autres pas en fait? Oui, c'est une excellente question. Parfois, on voit dans une famille, en effet, que certains s'identifient à l'agresseur et deviennent agresseurs, et d'autres deviennent victimes et vivent vraiment des choses très, très douloureuses, très, très intenses au niveau de la souffrance. Et donc, pour mieux comprendre cela, je pense qu'on doit se rappeler les deux caractéristiques de la relation d'emprise. D'une part, le syndrome de Stockholm avec justement l'emprise et l'identification à l'agresseur ou la tentative de se protéger des violences, et d'autre part le stress post-traumatique. Si on prend le syndrome de Stockholm, on voit que l'enfant finalement qui est sous emprise est un peu à la merci d'un agresseur qui veut sa mort psychologique, puisque le parent pervers narcissique refuse à l'enfant toute identité, il impose à l'enfant finalement d'être son objet, son faire-valoir, et donc l'enfant n'a pas le choix, il est amené pour sa survie à se concilier la bonne volonté de l'agresseur et donc faire avec le parent agresseur, essayer de lui satisfaire, de lui plaire, dans une certaine mesure, de jouer un rôle. Ça peut être, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le rôle de l'enfant parfait, de l'enfant médiateur, etc. Et donc, en s'identifiant ainsi à ces rôles, petit à petit, il entre dans un faux self, il perd sa spontanéité, l'écoute de ses émotions, de ses besoins, de ses désirs, et finalement, il devient de plus en plus l'objet du parent pervers narcissique. Et si à un moment donné, pour des raisons familiales, par exemple, s'il est celui qui représente aux yeux du parent pervers narcissique le faire-valoir, eh bien cet enfant va être choisi à ce moment-là comme le successeur, entre guillemets, comme on parle de successeur d'un roi, au fond, le pervers narcissique se prend pour le roi, hein, donc pour quelqu'un qui est tout puissant. Et dans cette position de toute puissance, eh bien, il va déléguer à l'enfant faire valoir son pouvoir. Et cet enfant, finalement, par la séduction que le parent pervers narcissique opère sur lui, que ce soit par l'offre de cadeaux, l'offre de privilèges, le parent pervers narcissique divise pour mieux régner, cet enfant va être tenté de plus en plus, pour survivre, de s'identifier à l'agresseur, ce qui lui évite aussi les représailles et toutes les violences que j'ai déjà décrites précédemment. Et ainsi, de plus en plus, il va s'identifier aux parents agresseurs et finalement devenir pervers narcissique. Une autre possibilité, c'est que cet enfant vit de telles violences que parce qu'il n'a plus le choix pour sa survie, finalement il s'identifie à l'agresseur. Et dans ce cas, on voit aussi l'enfant devenir pervers narcissique. Donc c'est les deux extrêmes opposés qui peuvent amener finalement le même résultat. Une autre voie possible, un autre choix possible, c'est celui des enfants qui choisissent finalement d'être victimes, dans le sens finalement de préserver leur sensibilité, de préserver leur capacité d'empathie, leur humanité, mais c'est au prix de beaucoup de souffrance et de beaucoup d'angoisse. Le stress post-traumatique est alors à ce moment-là encore bien présent, ce stress est là, on le ressent, l'enfant le ressent, et ça se manifeste par toutes sortes de symptômes, que ce soit des cauchemars, des manifestations psychocorporelles, palpitations, sueur, tremblements, des angoisses de sortir dans le monde extérieur, de rencontrer les autres, toutes sortes de manifestations psychosomatiques de l'angoisse. Ça peut être aussi des réactions d'évitement, évitement même des pensées qui font référence à toutes les violences subies, des endroits où ont lieu ces violences. Ça peut être aussi les pensées négatives sur soi-même, sur le monde. Ce stress se manifeste vraiment par un retrait du monde
Et ce retrait peut être aussi un retrait de la société. Donc ces enfants vont être dans leur monde intérieur, vivre dans le virtuel. Ça peut être aussi des troubles de la concentration, de la mémoire, par excès de stress. Ce stress post-traumatique se traduit aussi par toutes sortes de réactions, par exemple de sursaut. L'enfant est sur le qui-vive, il est hyper vigilant, il est hyper attentif finalement à d'autres manifestations de violence et c'est ça qui explique qu'il est sur le qui-vive. Ça peut être aussi le contrôle de son environnement pour essayer de prévoir dans un environnement qui est dangereux, qui est insécurisant, l'enfant devient hyper contrôlant et contrôlé, mais malgré tout, l'angoisse finalement l'emporte dans ce stress post-traumatique. Ça peut être aussi une hyperactivité pour essayer de ne pas penser à tout ce qu'il vit qui est insupportable. Donc tous ces symptômes et la perte des émotions positives qui l'accompagnent, et bien tous ces symptômes caractéristiques du stress post-traumatique amènent cet enfant à vivre dans un état parfois de plus en plus dissocié. Cette dissociation peut aller jusqu'à la dépersonnalisation, c'est-à-dire l'enfant n'est plus du tout présent à lui-même, présent à ses émotions, ses sensations et ses besoins fondamentaux, puisque son parent le lui interdit. Dans le stress post-traumatique, l'enfant peut vraiment se retirer de la réalité. Et donc cet état de dissociation, alors, l'amène finalement à ne plus être dans un comportement social qui lui permet de s'adapter socialement. Et cela peut entraîner toutes sortes de phobies, agoraphobie, phobie sociale, etc. Ce stress post-traumatique qui est présent chez les enfants victimes peut aussi amener à un retrait de la vie scolaire, un désinvestissement des études, un désinvestissement de la vie à l'école. L'enfant a du mal à se faire des amis. Donc cet enfant victime de la violence parentale est de plus en plus en retrait du monde. Et le stress post-traumatique est vraiment visible alors chez ces enfants-là, alors que chez les enfants qui s'identifient à l'agresseur, ben là c'est plutôt la domination et des comportements violents qui apparaissent, mais pas toujours de façon évidente, ça peut être très caché comme peut le faire un pervers narcissique. Et là dans ce cas-là, on voit évidemment le double visage présent chez le pervers narcissique, présent chez l'enfant également, donc qui est peut-être très séducteur face aux professeurs, aux autres élèves, en public en général, alors que entre quatre yeux, comme on dit, cet enfant peut être violent avec les autres, que ce soit un frère ou une sœur, un enfant à l'école, etc. Donc ces deux choix possibles, ils peuvent être aussi conditionnés par le fait que l'enfant, par exemple, est hypersensible. Les enfants à haut potentiel vont plutôt faire le choix de protéger le parent victime et de rester dans leur sensibilité, de rester dans leur hyper-empathie et protéger le parent victime. Donc être à ce moment-là eux-mêmes victimes du parent pervers narcissique. Et donc là, c'est vraiment une question à un moment donné de choix de l'identification à l'agresseur ou choix finalement d'être fidèle à soi-même et parfois protéger à ce moment-là le parent victime. Mais évidemment, dans le cas où l'enfant protège le parent victime, l'enfant à ce moment-là est de plus en plus agressé par le parent pervers narcissique et ça peut amener vraiment à ce moment-là une situation de vie très difficile pour l'enfant victime. Donc là, on peut observer aussi alors à ce moment-là des comportements d'auto-sabotage tellement l'enfant perd son estime de soi, sa confiance en soi. Donc auto-sabotage qui peut se traduire par de la violence retournée contre soi, dans l'automutilation, la prise de drogue, des comportements équivalents à une addiction. Donc là, ça peut être de plus en plus destructeur pour l'enfant de survivre dans ce milieu destructeur. Et donc, c'est finalement là une question de choix qui s'opère à un moment donné, surtout au moment de l'adolescence, le choix de l'identification à l'agresseur ou le choix finalement d'être fidèle à soi-même et de malgré tout supporter l'insupportable, mais il y a un moment donné où il y a un effet de dissociation car le corps
à un moment donné, ne peut plus le supporter. Là, au niveau de la recherche, on a vu que le corps, à un moment donné, quand il subit trop de violence, il se déconnecte, je vais dire, du stress. C'est au niveau du cerveau l'amygdale qui décide. Et donc, quand l'amygdale se bloque, finalement, elle ne permet plus au cortex frontal de gérer l'information et donc de finalement pouvoir analyser et s'exprimer avec le langage, la rationalité suffisante pour pouvoir prendre position. Et donc, à ce moment-là, s'opère l'effet dissociatif et l'enfant victime peut vraiment se paralyser, se figer, ne plus pouvoir s'exprimer, s'enfermer dans un mutisme qui est finalement une forme de protection du corps pour ne pas mourir. C'est une angoisse de mort imminente qui est présente dans le stress post-traumatique et qui n'est pas visible chez l'enfant qui s'identifie à l'agresseur, puisqu'à ce moment-là, la dissociation est beaucoup plus franche et l'enfant, par sa violence, élimine quelque part un peu de stress suffisamment pour pouvoir survivre, alors que l'enfant victime, lui, est figé dans ce stress et se dissocie de son corps, ou en tout cas des symptômes beaucoup plus importants au niveau psychosomatique que l'enfant qui s'identifie à l'agresseur. Et donc je pense que vraiment c'est très important de comprendre ce phénomène de dissociation pour aider les enfants victimes à sortir de cet enfermement corporel, mental où ils sont, et les aider dans un milieu sécurisé à retrouver la connexion avec leurs émotions, avec leurs pensées propres, leurs besoins propres, et pouvoir prendre du recul par rapport à toutes ces souffrances, les aider à les gérer. Et donc l'accompagnement des enfants victimes est vraiment essentiel pour les aider, et donc à ce moment-là, l'entourage joue un rôle essentiel, que ce soit l'entourage scolaire, l'entourage familial, les amis, enfin toute personne qui est témoin finalement de ces violences intrafamiliales. Et là, je pense qu'il est essentiel aussi de comprendre le rôle des amis qui peuvent être témoins. Quand on voit cet enfant victime, il est important d'en parler autour de soi, de mobiliser les gens autour de soi afin d'éviter le pire, hein, puisque finalement on sait que les victimes sont poussées au suicide. Le parent pervers narcissique est destructeur envers ses enfants, et s'il y a deux parents pervers narcissiques ensemble, ils peuvent s'allier contre l'enfant victime pour le détruire. La destruction finalement est toujours présente dans ces familles et amener les enfants à l'autodestruction, au suicide. Donc il n'y a pas évidemment que le conjoint qui est victime, les enfants aussi peuvent en arriver à des situations extrêmes. Voilà, je pense que là j'ai tout dit par rapport aux enfants victimes, et je crois que ceci permet de mieux comprendre la transmission transgénérationnelle de la perversion, donc quand il y a le choix de l'identification à l'agresseur pour obtenir ses faveurs, être protégé. Voilà, il y a un choix qui s'opère surtout au moment de l'adolescence, ou alors cette transmission transgénérationnelle, ce sera sous la forme de symptômes des violences subies. Et donc de toute façon, il y a toujours une transmission transgénérationnelle de la violence dans ces familles, et il faut vraiment prendre en compte l'importance d'enrayer cette transmission transgénérationnelle par un suivi thérapeutique, le suivi des enfants, le suivi du conjoint victime, pour qu'à un moment donné cette transmission s'arrête, puisque sinon ça se transmet de génération en génération et ça peut s'aggraver au cours des générations de plus en plus. Je vous remercie.